Steve Austin était et est toujours l'une des plus grandes superstars que la WWE ait jamais eue. Les médias, les fans et même la direction de la compagnie en ont toujours été conscients et l'aiment pour cela. Mais il y a des gars avec qui le Texas Rattlesnake ne partage pas cette émotion chaleureuse. En fait, il déteste certains de ses collègues. Des catcheurs comme qui? Nous vous proposons de découvrir la liste des catcheurs que Steve Austin déteste, en commençant par une querelle assez commune entre Austin et Owen Hart. Mais nous allons vous expliquer ce que très peu de gens savent sur leur relation. Vous voyez, Steve Austin n'a pas toujours détesté Owen Hart. Croyez-le ou non, ils s'entendaient bien jusqu'à ce que les choses se gâtent, et tout a commencé à l'époque de l'Attitude. À la fin des années 90, le catch a atteint son apogée avec l'ère de l'Attitude, un spectacle sans retenue et destiné aux adultes. La WWF et la WCW ont laissé tomber les trucs pour enfants et ont visé directement la tranche d'âge des 18-49 ans, en proposant plus de violence, de jurons et de contenu épicé que jamais auparavant. Il s'agissait d'attirer l'attention et de faire parler du catch comme jamais auparavant. Avant le début de l'ère de l'Attitude, Stone Cold Steve Austin était déjà un grand nom du catch. Mais alors qu'il semblait inarrêtable, une vilaine blessure au cou a failli le mettre définitivement hors jeu. Ce n'est qu'après un retour épique qu'il est devenu le grand Manitou de la WWF. Et c'est là que commence son conflit avec Owen. Avant l'ère de l'Attitude, Austin est en conflit avec le champion intercontinental Owen Hart. Pendant des semaines, les deux hommes se sont parlé et jeté de l'ombre l'un sur l'autre, préparant ainsi le terrain pour un affrontement à WWF SummerSlam 1997. Le grand affrontement entre deux des étoiles montantes de la compagnie était donc censé être le point d'orgue de l'action de la WWF en milieu de tableau. Mais malheureusement, on ne se souvient pas de ce match pour ses mouvements incroyables. On se souvient plutôt de l'un des moments les plus effrayants de l'histoire du catch. Vers la fin du match, Hart a tenté d'exécuter un Tombstone Piledriver inversé sur Austin. Mais au lieu d'amortir le coup avec la double descente de genoux caractéristique de l'Undertaker, Hart s'est assis, ce qui a fait atterrir Austin directement sur la tête. Austin se tordait de douleur sur le tapis, tandis que Hart ralentissait en parlant de la foule. Après un combat acharné, Austin réussit à faire rouler Hart pour la victoire, mais il souffrait manifestement. Il a été révélé plus tard qu'Austin souffrait d'une paralysie temporaire et d'une contusion de la moelle épinière, ce qui a contraint la plus grande star de la compagnie à prendre une pause de la télévision et à stopper l'élan de la WWF dans les guerres du lundi soir. Dans la foulée, Stone Cold Steve Austin, frustré, blâme Owen Hart, une figure respectée dans le milieu. Austin a raconté l'épreuve, expliquant qu'il ne sentait plus rien à partir du coup. Dans son DVD intitulé Stone Cold Steve, Austin, The Bottom Line on the Most Popular Superstar of All Time, Austin a admis qu'il avait craint de ne plus jamais marcher immédiatement après la blessure. « J'ai cru que je ne marcherais plus jamais. Je me souviens d'être allé à l'arrière, de m'être assis sur un banc et d'avoir eu très mal. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver, » a déclaré Austin à l'époque. Quand vous êtes à deux doigts d'être paralysé pour le reste de votre vie, ça vous met vraiment la tête à l'envers. Hart n'a pas hésité à prendre la responsabilité de l'accident. Il l'a reconnu, disant qu'il n'avait jamais voulu que les choses se passent ainsi et qu'il se sentait très mal à ce sujet. Même Bret Hart, le frère d'Owen, qui était très proche de lui, s'est impliqué. Il a dit à Owen de donner une bague à Steve Austin après l'incident. Mais Owen a complètement perdu la tête et a oublié. Bret l'a expliqué comme suit. Owen est rentré chez lui et a complètement oublié d'appeler. La famille passait en premier pour lui une fois qu'il avait quitté l'arène. Et le catch n'était pas sur son radar. Il ne l'a pas bien pris et cela a mis à rude épreuve sa relation avec Steve. Steve était à juste titre contrarié par le fait qu'Owen ne semblait pas se soucier de le blesser. Austin était plutôt déçu du fait qu'Owen ne semblait pas trop inquiet après lui avoir presque brisé le cou. Il ne m'a appelé qu'une seule fois pour s'excuser quand j'étais à l'hôpital. Si j'avais fait ça à quelqu'un, j'aurais fait sauter son téléphone comme un fou pour arranger les choses, a déclaré Austin. Malgré ce sérieux revers dans sa carrière de catcheur, Austin a décidé de changer les choses en profondeur. Il abandonne les techniques et devient plus bagarreur, ce qui ne fait qu'accroître sa notoriété. En 1997, lors des Survivor Series, où a eu lieu l'emblématique Montreal Screwjob, Austin est revenu en force, battant Owen pour récupérer le titre qu'il n'avait techniquement jamais perdu. Il est amusant de constater que même si les choses étaient tendues entre eux, Austin et Owen ont fini par travailler ensemble à plusieurs reprises.
Leur dernier match télévisé a eu lieu dans un épisode de WWF Raw en juillet 1998, où ils ont fait équipe avec quelques gros bras. Malheureusement, c'est la dernière fois qu'ils se sont affrontés, car Owen est décédé tragiquement lors du pay-per-view Over the Edge de la WWF en 1999. Austin semble avoir une bonne raison d'en vouloir à Owen Hart, mais il n'a pas vraiment de raison d'en vouloir au prochain catcheur. Quand on pense aux légendes du catch, des noms comme The Rock, Ric Flair, Austin et Hogan viennent à l'esprit. Et même si Hulk Hogan et Steve Austin sont aujourd'hui amis, il n'en a pas toujours été ainsi. En fait, leur nouvelle relation a été un choc pour les fans de catch. Austin a même fait un clin d'œil à Hogan lors du segment principal de la réunion de Raw, et les deux ont même enregistré un podcast ensemble pour l'émission, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Hulk Hogan est comme un champion poids lourd. Il a remporté le titre de la WWF à 5 reprises. Et sachez que son règne a duré 1474 jours, ce qui en fait le plus long de l'histoire de WrestleMania. De plus, il est le premier catcheur à remporter le Royal Rumble 2 fois de suite, en 1990 et 1991. Oh, et n'oubliez pas son affrontement épique avec Andre the Giant lors de l'émission WWF The Main Event en 1988. Cette émission détient toujours le record du plus grand nombre de téléspectateurs dans l'histoire du catch américain, avec un taux d'audience de 15,2 selon Nielsen et 33 millions de téléspectateurs. Avec toutes ces récompenses, on pourrait penser que Stone Cold et Hulk sont les meilleurs amis du monde, n'est-ce pas? Mais c'est peut-être pour cela que Stone Cold n'arrivait pas à s'entendre avec Hulkster. Pendant le Hall of Fame de WrestleMania 21, les choses sont devenues assez gênantes entre eux. Austin lançant quelques piques à Hogan qui allaient bien au-delà des plaisanteries amicales. Des rumeurs ont même circulé sur le fait qu'Austin avait refusé un match à WrestleMania 18 avec Hogan, qui a finalement été attribué à The Rock. Apparemment, Austin était trop heureux de l'influence de Hogan en coulisses après avoir perdu sa place à la WCW peu de temps géant dans le monde du catch. C'est lui qui a donné le coup d'envoi de la folie du catch dans les années 80. L'idée d'un affrontement entre Hulk Hogan et Stone Cold Steve Austin est donc un match de rêve pour les fans de catch. Cela a failli se produire une fois, mais les raisons pour lesquelles cela n'a pas eu lieu signifient que Hogan et Austin ne sont pas exactement en train de partager des bières ensemble. Ils étaient tous deux catégoriques sur le fait qu'ils ne voulaient pas perdre l'un contre l'autre. De plus, Austin n'était pas très enthousiaste à l'idée d'atténuer son style pour un match contre une légende qui n'était plus dans la fleur de l'âge, pensant que cela finirait par être un peu ennuyeux. Depuis, Hogan n'a pas hésité à jeter l'opprobre sur Stone Cold, allant même jusqu'à le traiter de lâche. Mais il parle toujours de son désir de voir ce match se produire. Alors peut-être que c'est juste sa façon d'essayer de remuer le couteau dans la plaie et de faire sortir Austin de sa retraite. Mais compte tenu de leur histoire, il y a vraiment de la chaleur entre eux, même si ce n'est qu'un peu. Jeff Jarrett est un autre catcheur, avec lequel Stone Cold Steve Austin a de sérieux problèmes, bien que Jarrett ne soit pas vraiment innocent dans tout cela. Jarrett a débuté sa carrière en 1986 dans la Continental Wrestling Association de son père. Mais il a vraiment fait parler de lui lorsqu'il a rejoint la WWF en 1993 en endossant le costume de star de la musique country. Pendant près de 10 ans, il a fait des allers-retours entre la WWF et la WCW. Après le rachat de la WCW par la WWF en 2001, Jarrett décide de rejoindre la toute nouvelle promotion World Wrestling All-Star. Puis, en 2002, lui et son père s'associent pour créer la NWA, Total Non-Stop Action, qui s'est ensuite transformée en Impact Wrestling et qui porte aujourd'hui le nom de Total Non-Stop Action Wrestling. Mais le parcours de Jarrett ne s'est pas arrêté là. Après avoir quitté la NWA-TNA en 2014, il a lancé une nouvelle promotion appelée Global Force Wrestling. Malheureusement, la fusion entre la TNA et la GFW n'a pas eu lieu, ce qui a conduit Jarrett à couper les liens avec la TNA. Il a ensuite exercé ses talents au sud de la frontière pour catcher pour Lucha Libre AA Worldwide au Mexique, avant de faire son retour à la WWE en janvier 2019, à la fois devant la caméra et dans les coulisses en tant que producteur. Cependant, son passage à la WWE n'a pas duré longtemps, puisqu'il l'a quitté en août 2022
pour revenir à l'AEWG en novembre de la même année. La lignée de Jarrett est profonde, avec plus de 80 championnats à son actif, dont 6 avec le championnat du monde des poids lourds de la NWA, 4 avec le championnat du monde des poids lourds de la WCW et 2 avec le méga championnat de l'AAA. Ces succès lui ont valu d'être intronisé au Hall of Fame de la TNA en 2015 et au Hall of Fame en 2018. Revenons maintenant à ce drame en coulisses entre Austin et Jarrett. À l'instar de ce qui s'est passé avec Hulk Hogan, Austin refusait catégoriquement de se battre avec Jarrett pour le titre de champion en 1999. Stone Cold n'était pas du genre à hésiter à faire de la politique, et cette situation avec Jarrett en était un excellent exemple. L'équipe créative avait l'intention d'organiser une querelle entre eux, mais Austin a mis son pied à terre et a dit qu'il n'en était pas question. La raison pour laquelle il a fait cela n'est pas vraiment claire, mais il y a quelques histoires différentes qui circulent sur la raison pour laquelle Austin a mis un frein au catch avec Jarrett. Austin lui-même a mentionné des problèmes de timing, comme le fait qu'il sortait d'une feud avec l'Undertaker, tandis que d'autres ont souligné que le rythme de Jarrett sur le ring ne s'accordait pas bien avec le style d'Austin. Mais la raison principale pour laquelle Steve Austin n'aime pas vraiment Jeff Jarrett tourne autour d'une vieille querelle datant de leur époque à Memphis. Apparemment, les choses se sont envenimées lorsque Jarrett s'est attaqué à la célèbre phrase d'Austin « Austin 316 ». Il l'a même qualifiée de blasphématoire. Et ce n'est pas la seule chose que Jarrett a fait à Stone Cold. Lorsque Jarrett est revenu à la WWE en 1997 et a continué à critiquer Austin pour ses promos, les choses n'ont fait qu'empirer. Russo a même affirmé qu'Austin avait envie de maudire Jarrett en coulisses juste après l'un de ces moments. Bien sûr, ils ont dépassé ce stade depuis, mais soyons réalistes, ils ne sont définitivement pas des BFF. Ensuite, nous avons Ahmed Johnson. Vous avez probablement entendu parler d'Ahmed Johnson. Enfin, peut-être pas, car son passage dans le catch a été assez bref. Et disons qu'il n'était pas exactement la tasse de thé de tout le monde, il n'est donc pas surprenant qu'Austin n'ait pas ressenti l'amour pour lui non plus. Au cours de sa carrière à la WWE, qui a duré à peu près aussi longtemps qu'un épisode de Snapchat, Ahmed a fait parler de lui en remportant le championnat intercontinental des mains de Goldust, entrant ainsi dans l'histoire en tant que premier catcheur afro-américain à avoir remporté le titre de champion de la WWE. Premier catcheur afro-américain à réaliser cet exploit. Croyez-le ou non, il fut un temps où Ahmed Johnson était l'une des plus grandes stars. Il a fait irruption sur la scène en 1995 et a attiré l'attention en frappant Yokozuna au corps à corps lors de l'émission Monday Night Raw. Mais malgré tout le battage médiatique initial, Ahmed n'a pas réussi à trouver ses marques. Bien sûr, la WWE a essayé de le pousser jusqu'à la lune, mais il ne pouvait pas s'empêcher de se blesser. De plus, il ne gagnait pas vraiment de concours de popularité en coulisses. Des catcheurs aux personnes en coulisses, il est rare d'entendre quelque chose de positif à son sujet. Il s'est ensuite retrouvé aux prises avec la Nation of Domination et a quitté la WWE en 1998. Pour en revenir au thé entre Steve Austin et Ahmed Johnson, leurs chemins se sont à peine croisés sur le ring, mais disons que ce n'était pas exactement un match fait au paradis du catch. Même s'ils ne se sont pas encore affrontés, Ahmed Johnson a porté de graves accusations contre Stone Cold, affirmant qu'il y avait du racisme dans les coulisses. Il a notamment raconté avoir trouvé une injure raciale griffonnée sur sa voiture de location, et bien qu'il n'ait pas de preuves concrètes, il a pointé du doigt Austin. Or, Steve Austin peut être beaucoup de choses, mais être raciste n'en fait pas partie. Sur le podcast d'Austin, The Steve Austin Show, Steve Austin et Mark Henry ont eu une discussion au cours de laquelle ils se sont penchés sur des ragots de catch. Henry n'a pas hésité à dire ce qu'il pensait d'Ahmed Johnson et comment il pensait qu'il n'était pas un bon exemple pour les jeunes hommes noirs. Il a même parlé d'un incident au cours duquel Johnson aurait tenté de lui faire avaler une pilule. Et il semble que Johnson ait froissé plus d'une personne dans le monde du catch. Booker T n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a traité Johnson. Johnson n'a pas vraiment gagné la confiance du vestiaire avec ses frasques. Marc Mero est un autre catcheur dont les frasques ont agacé Steve Austin. Dans les années 90, Marc Mero a décroché un énorme contrat avec la WWE, ce qui a fait jaser tout le monde en coulisses.
Il arrivait de la WCW et la WWE lui donnait beaucoup d'argent, même plus que certains OG comme l'Undertaker. Austin n'était pas d'accord. Il pensait que Mero n'apportait pas assez à la table pour ce genre d'argent et il s'est assuré que les gens le sachent. Mais avant toute cette histoire, à la WWE, Mero était le meilleur sous le nom de Johnny B. Bad. À la WCW, remportant 3 fois le championnat du monde de télévision de la WCW. Mais les vibrations créatives n'étaient pas vraiment alignées et il est parti en 1966. Avance rapide. Il apparaît à la WWF sous le nom de Marc Mero, fait ses débuts à WrestleMania 12 et remporte le championnat intercontinental de la WWF. Puis vient le drame avec sa femme, Sable, avant qu'il ne parte à nouveau en 1999. Après cela, il a fait quelques apparitions sporadiques à la NWA-TNA au milieu des années 2000. Mais c'était à peu près sa dernière chance sur la scène du catch traditionnel. Une chose pour laquelle Mero était vraiment populaire était son drame à l'écran avec sa femme, Sable. Ils se sont affrontés à plusieurs reprises, échangeant des victoires, et Sable a même frappé Mero lors d'un match. Ce geste est censé avoir mis à mal le catch de Mero, en particulier avec Austin. Austin n'était déjà pas le plus grand fan de Mero, et quand Sable l'a giflé dans un match, Austin s'est dit qu'il n'était pas question qu'il catche contre ce type. Il n'était pas d'accord avec le fait que Mero perde contre sa femme, pensant que cela lui donnait une mauvaise image dans les rues du catch. Ils ont donc pris des chemins différents et ne se sont plus vraiment associés par la suite. Vous serez peut-être surpris de voir Hardcore Holly sur cette liste, étant donné qu'ils ont été amis pendant un certain temps. Mais vous savez comment ça se passe, n'est-ce pas? Lorsque vous atteignez le niveau de célébrité et de fortune de Stone Cold Steve Austin à l'époque de l'Attitude Era, il est inévitable que certaines amitiés en pâtissent. Avant de plonger dans le monde du catch, Howard était soudeur. Mais une fois qu'il est monté sur le ring, il a été formé par Stan Frazier, Eddie Sullivan et Rip Taylor. Il a fait ses débuts en 1990 et 2 ans plus tard, il a rejoint la Smoky Mountain Wrestling sous le nom de Hollywood Bob Holly avant de devenir Superstar Bob Holly. Puis, lorsqu'il a rejoint la World Wrestling Federation, aujourd'hui WWE, il a joué le rôle d'un pilote de NASCAR sous le nom de Thurman Sparky Plugg. Plus tard, il a changé de vitesse pour devenir Bob Spark Plug Holly. Oui, Holly n'était pas vraiment créatif avec ses noms. Ce qui a changé la donne, c'est qu'il est passé à la division Hardcore en se rebaptisant Hardcore Holly. C'est à ce moment-là que les choses ont vraiment décollé pour lui. Il a laissé ses jours de Spark Plug dans la poussière et a même fait équipe avec son cousin à l'écran, Crash Holly, pour remporter les championnats WWE Tag Team. Et puis, comme le veut la tradition du catch, ils ont introduit une autre cousine à l'écran, Molly Holly, dans le mélange. En 1998, sous le nom de Bombastic Bob, il forme avec Bart Gunn une équipe connue sous le nom de The Midnight Express. Stone Cold, Hardcore Holly et Billy Gunn formaient le groupe par excellence. Mais les choses ont pris une tournure négative lorsque Stone Cold a commencé à jouer dans la cour des grands et a laissé cet ami dans la poussière. Bob Holly a la réputation de ne pas être très sociable. Il y a des tonnes d'histoires sur lui, mettant les nouveaux à l'épreuve et insistant pour qu'ils gagnent leur galon avant d'être acceptés dans l'équipe de catch. Mais à la façon dont il parle de certaines personnes qui ont vraiment fait plus que leur part pour l'industrie du catch, il est difficile de ne pas sentir un soupçon de jalousie, surtout quand il s'agit de Stone Cold Steve Austin. Bob Holly estime que Stone Cold a laissé la célébrité lui monter à la tête une fois qu'il a atteint les grandes ligues, et il n'a pas hésité à exprimer ses griefs, en particulier sur la façon dont Stone Cold a cessé de rouler avec lui et Billy Gunn, agissant de manière hautaine et puissante lorsqu'il est devenu un top dog. Il n'est pas étonnant que certains pensent qu'il y a une pointe de jalousie dans les accusations de Holly. Stone Cold est resté assez silencieux sur toute cette affaire, sauf pour jeter de l'ombre à Holly pour un incident d'intimidation impliquant Matt Capotelli. Mais qui sait? Peut-être qu'Holly essayait juste de remuer le couteau dans la plaie et de donner une mauvaise image de Stone. Je ne vais pas mentir, c'est un peu fou que Stone Cold ait gardé le silence sur toute cette affaire, surtout quand on sait comment il a répliqué à Roddy Piper pour avoir plaisanté à son sujet. Roddy Piper n'a peut-être pas eu autant d'occasions d'être sous les feux de la rampe à la WWE ou à la WCW, mais il a été une légende dans le monde du catch. De 1984 à 2000, il a déchiré le ring,
captivant les fans avec ses pitreries et son indéniable flair écossais. Bien que canadien, il a endossé le rôle d'un natif de Glasgow avec son kilt emblématique et sa musique d'entrée à la cornemuse, rendant ainsi hommage à ses racines écossaises. Avec son tempérament fougueux, sa vivacité d'esprit et sa nature imprévisible, Piper s'est attiré les surnoms de Rowdy et Hot Rod, devenant ainsi l'une des figures les plus aimées de l'histoire du catch. Certains le considèrent même comme le méchant ultime sur le ring, et il est facile de comprendre pourquoi. Roddy Piper était une force avec laquelle il fallait compter. Piper n'était pas un catcheur comme les autres. Non, c'était une véritable superstar. Il était la tête d'affiche d'événements PPV majeurs tels que WrestleMania et Starrcade, faisant vibrer la salle par sa présence électrisante. Avec 34 titres de champion à son actif, il était une force avec laquelle il fallait compter sur le ring. Mais Piper ne se contentait pas de se battre sur le ring. Il animait le légendaire segment Piper's Pit, où il provoquait des drames et des querelles comme personne d'autre. Et n'oublions pas son intronisation au WWE Hall of Fame en 2005, aux côtés de Ric Flair. Même s'il est resté fidèle à la scène du catch jusqu'à sa mort, il a réussi à remuer le couteau dans la plaie avec nul autre que Stone Cold Steve Austin. Piper faisait donc son truc, animant un podcast cool avec Podcast One, tout comme Stone Cold, n'est-ce pas? Mais c'est là que les choses ont pris un tournant. Il a fait appel à Will Sasso, qui a commencé à faire des blagues et à imiter d'autres catcheurs, y compris Stone Cold lui-même. Il paraît que Stone Cold n'a pas apprécié d'être l'objet de la plaisanterie et a décidé d'en parler aux responsables de Podcast One et de la WWE. L'instant d'après, Piper se retrouve au chômage. Tout cela grâce à Stone Cold. Austin aurait fait retirer Piper du réseau Podcast One. Piper a perdu tout son gagne-pain quelques mois avant sa mort et en a principalement voulu à Steve Austin. Oui, cela peut sembler un peu exagéré pour une simple blague, mais quand il s'agit de Stone Cold, il n'est pas du genre à prendre les choses à la légère. Voici donc les catcheurs de la WWE que Stone Cold Steve Austin déteste. Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.